Bonjour à tous, aujourd'hui cours sur la parité des fonctions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire? Il faut s'intéresser pour cette notion sur les fonctions à leur courbe et à la symétrie que certaines présentent. Si on regarde une courbe de fonction prise au hasard, il n'y a pas de raison particulière que la courbe ait une quelconque symétrie. Par exemple, ici, vous voyez, le côté gauche, le côté droit, il n'y a pas de symétrie ni axiale ni centrale. Par contre, dans les fonctions qu'on connaît, la fonction carré, la fonction valeur absolue, les fonctions inverses et les fonctions cubiques, il y a des symétries. Regardons leurs courbes. La première courbe ici, c'est la courbe de la fonction carré, ce qu'on appelle une parabole. Et cette parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. On est toujours dans un repère orthonormal, ça c'est très important, orthogonal au minimum, c'est-à-dire que vous avez un angle droit ici entre les deux axes, ça c'est important. Donc on va parler ici d'une symétrie axiale. Donc ça c'est la fonction carré. La fonction valeur absolue, donc c'est une courbe un petit peu plus méconnue pour les élèves de seconde, mais c'est cette courbe ici en V avec une pointe. Et donc il y a aussi une symétrie axiale. Là à droite, je vous ai mis une courbe, une fonction quelconque, qui elle aussi présente une symétrie axiale. Dans les fonctions connues, on a aussi la fonction inverse, qui a une symétrie centrale. Le centre, ici, l'origine du repère. La fonction cube, sa courbe ici est aussi symétrique par rapport à l'origine. Ici, je vous ai fait un dessin d'une courbe quelconque qui présente aussi une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et vous connaissez aussi des courbes qui n'ont pas de symétrie, par exemple la courbe de la racine carrée. D'accord. Et ici, une courbe quelconque qui n'a pas de symétrie ni axiale ni centrale. Ça veut dire qu'il est bon de définir cette propriété qu'ont certaines fonctions d'avoir une courbe symétrique par rapport à l'axe vertical et d'autres symétriques par rapport à l'origine du repère. Alors les premières, ici, celles qui ont une symétrie axiale, verticale, on va appeler ça des fonctions paires. Et la définition est la suivante. Fonction paire. D'abord, il faut prendre une fonction définie sur un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Je vais expliquer tout de suite sur la courbe pourquoi il faut un ensemble de définition symétrique par rapport à 0. Sur cet ensemble, il faudra à chaque fois que l'image d'un nombre soit égale à l'image de son opposé. C'est-à-dire que f de moins x soit toujours égal à f de x. Regardez cet exemple, ici une courbe, si je prends 1, ici, l'image de 1, je vais la lire sur l'axe vertical, vous voyez. Si la courbe est symétrique, ça veut dire que l'image de moins 1, ici on a une symétrie axiale, va se retrouver exactement de l'autre côté, symétrique par rapport à mon axe vertical. Et donc ici, ça veut dire que l'image donc de moins 1 et l'image de 1, eh bien, sont les mêmes. Et à chaque fois, pour n'importe quelle valeur de x, à chaque fois que vous prendrez un x, vous allez regarder son image, eh bien l'image de son opposé, donc le point qu'on va trouver symétrique à gauche, eh bien, je serai par ici, vous voyez, j'aurai exactement, encore une fois, la même image. Ça veut dire qu'en pliant la courbe selon l'axe vertical, la courbe en fait se plie sur elle-même. On a une jolie symétrie. Ça veut dire que pour tout nombre que vous allez prendre à droite, eh bien l'image de son symétrique va avoir une même ordonnée. Donc ça veut dire que quel que soit x, à chaque fois f de moins x va être égal à f de x. Et ça doit être valable pour toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Donc pour tout x de l'ensemble pour lequel est définie la fonction, je l'ai appelé ici D. Donc cet ensemble, forcément, puisqu'il doit y avoir une symétrie dans la courbe, l'ensemble D, lui aussi, doit être symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que si vous avez un nombre dans cet ensemble, son opposé doit être aussi dans cet ensemble. Donc on dira qu'un ensemble D est symétrique par rapport à 0 quand tout élément x dans l'ensemble a son opposé moins x qui est aussi dans l'ensemble. Alors les ensembles connus qui sont symétriques par rapport à 0, il y a bien sûr tous les réels. Quand vous prenez un nombre, son opposé est aussi un réel. R étoile, c'est important pour la fonction inverse qui sera L impair. R étoile, c'est R auquel on a enlevé 0. Donc effectivement, dès que vous prenez un nombre non nul, vous avez aussi son opposé dans R étoile. Et vous avez aussi, plus simplement, tous les intervalles qui sont eux-mêmes symétriques quand dans l'écriture vous avez moins AA, ouvert ou fermé. Ça, ce sont des intervalles symétriques par rapport à 0. On pourrait par exemple prendre moins 3, 3. Voilà, vous voyez.
cet intervalle, si on le représente sur une droite des réels, vous avez moins 3. 3, vous voyez bien que cet intervalle ici, il est bien symétrique par rapport à 0. Vous pouvez le plier par rapport ici à l'origine de notre graduation, et vous aurez un intervalle qui se replie sur lui-même. Donc, à chaque fois, on vérifiera brièvement que l'intervalle ou que l'ensemble est symétrique, et on va aller vérifier que, quel que soit le nombre que je prends, j'ai bien f de x égale f de moins x. Et à ces conditions-là, j'aurai une fonction paire. Non, la fonction carrée, donc f de x égale x2 sur r. Alors, pour montrer qu'elle est paire, ben, je vais faire quoi? Je vais prendre soit x un réel, voilà, et je vais calculer f de moins x. Donc, je vais remplacer dans l'expression x par moins x sans donner de valeur à x, hein, d'accord? Et je vais regarder ce qui se passe. Effectivement, quand on a un carré, on sait que moins x au carré, le moins va disparaître. Parce que moins x au carré, c'est tout simplement moins x fois moins x. Et donc les deux moins vont se multiplier. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Il va me rester exactement x carré. Et vous voyez qu'on retombe sur f de x. C'est-à-dire que quel que soit le nombre que je prends, f de moins x ou f de x, ça veut dire que la fonction carré, elle est paire sur R. Et donc sa courbe présentera une symétrie d'axe, donc l'axe des ordonnées. Axe vertical dans notre repère orthogonal. La propriété donc à connaître, c'est que dans un repère orthogonal, une fonction est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si vous montrez qu'une fonction est paire, vous pourrez dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et si vous avez une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, vous pourrez dire que celle correspond à une fonction paire sur l'ensemble considéré. Les fonctions impaires maintenant, un petit peu plus compliquées, on a une symétrie centrale. Donc ici je vous donne l'exemple, une courbe qui présente une symétrie centrale. Si je prends l'image de 1, d'accord? Ça correspond à ce point-là. Ici, f de 1, je vais le trouver par ici. Par symétrie centrale, l'image de moins 1 va donc se trouver en bas, d'accord? De façon à ce que l'origine soit exactement le milieu entre les deux croix que je viens de faire. D'accord? Ça veut dire quoi au niveau des ordonnées? Eh bien, 0 va se trouver au milieu, d'accord? Puisqu'on a une symétrie centrale. Ça veut dire que l'image de 1 va être la même que l'image de moins 1 au signe près. C'est-à-dire que les deux seront opposés. Et donc une fonction impaire, elle est caractérisée par le fait que pour tout x dans notre intervalle, toujours symétrique par rapport à 0, eh bien quand on calcule f de moins x, on trouve l'opposé de f de x. D'accord? Alors des fonctions comme ça, vous en connaissez, je l'ai déjà dit, la fonction par exemple cube x cube, quand je prends f de moins x, quel que soit x, donc ici, si on prend un x quelconque appartenant à R, f de moins x, ça sera moins x au cube. Et on sait que, comme la puissance ici est impaire, c'est d'ailleurs de là que vient le nom fonction impaire, eh bien, on aura le moins qui va sortir. Et on aura moins x cube, c'est-à-dire qu'on retrouve moins f de x. Vous voyez, l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Donc, ici, le nom impair vient du fait que, eh bien, les fonctions impaires, les plus simples, eh bien, la plus connue, c'est x cube, x5, x7. Toutes les puissances impaires sont des fonctions impaires, donnent des fonctions impaires. Et il y a aussi une autre fonction très célèbre, la fonction inverse. D'accord? Ici, les deux courbes. Donc, à gauche, j'ai mis la courbe de la fonction qui est x associe x cube. Cette forme, qui ressemble un petit peu à une moitié de parabole ici, en plus pentu. Et l'autre, vous voyez, une symétrie donc centrale. Pour la fonction inverse, donc sa fonction kx associe 1 sur x, une petite particularité, c'est que la fonction inverse, elle est définie donc sur un domaine D qui est R étoile, c'est-à-dire qu'on a enlevé 0, qui est une valeur interdite, on ne peut pas diviser par 0. On a une courbe très caractéristique, qui s'appelle une hyperbole, qui a deux côtés, parce qu'il y a une valeur interdite, donc il y a un trou entre les deux. Chaque côté s'appelle une branche. Donc ça, c'est l'hyperbole correspondant à la fonction inverse. C'est une fonction impaire. Si on le démontre, eh bien on doit dire soit x appartenant donc à R étoile, autrement dit, x est différent de 0, plus simplement. Donc, cette fonction, je vais l'appeler donc f. Eh bien, quand je calcule f de moins x, ça fait 1 divisé par moins x, et vous savez que le moins, il a une particularité dans les quotients, il peut changer d'étage. Donc 1 sur moins x, c'est comme si c'était moins 1 sur x, mais aussi moins 1 sur x. Vous voyez, on peut le mettre devant le trait de fraction, ce qui fait qu'f de moins x est bien égal effectivement à moins f de x. Donc quand on prend
eh bien, l'image ici d'un nombre, alors je prends ceci, eh bien, de l'autre côté, l'image sera en dessous, vous voyez, de façon à ce qu'on ait comme ça une symétrie centrale. Vous voyez que la démonstration est à peu près la même. La seule différence quand on veut montrer qu'une fonction est impaire, c'est qu'il y a un moins ici que vous devez retrouver juste devant le f de x. Et la propriété qui correspond, c'est que dans un repère orthogonal, une fonction est impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et attention, vraiment, la plupart des fonctions ne sont ni paires ni impaires. Il n'y a pas de nom particulier pour ça. Le plus connu, c'est la racine carrée, donc x associé à racine carrée. Alors elle ne peut pas être ni paire ni impaire parce que le domaine de définition de la racine carrée, c'est 0 plus l'infini. Vous voyez que ce domaine n'est pas symétrique. Donc vous ne pouvez pas avoir une symétrie puisqu'il n'y a même pas de courbe de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez prendre des courbes qui ont des domaines symétriques. Par exemple ici, une fonction définie sur R, mais qui ne présente aucune symétrie. On terminera avec les fonctions affines, donc dont l'expression est sous la forme x plus b. Alors si a égale 0, vous savez que b, ça veut dire que x égale b, c'est une constante, donc la courbe est une droite horizontale, donc il y a une symétrie axiale, sans problème, la fonction est paire. Si b égale à 0, alors on a devant nous une fonction linéaire dont la courbe passe par l'origine et une droite, donc on a une symétrie centrale, elle est impaire. Si a est différent de 0 et b est différent de 0, eh bien vous avez une droite qui ne passe pas pour l'origine, qui monte ou qui descend, mais qui ne présente ni une symétrie centrale par rapport à haut, ni une symétrie axiale par rapport à l'axe vertical. Donc ni paire ni impair sur R. Voilà. Les exercices qu'on peut vous proposer, tout d'abord très simplement, on vous montre des courbes, il faut reconnaître, parmi les courbes qu'on donne, des courbes qui sont des courbes de fonctions paires et impaires. À vous de repérer des symétries. On peut aussi vous proposer de compléter. Par exemple, ici, vous avez un morceau de courbe, le côté droit. Si la fonction est paire, eh bien, vous devez dire la fonction est paire, donc symétrie axiale. Et donc, j'aurai une courbe. Alors, on va essayer d'être... il faut essayer de faire une courbe symétrique, donc ça devrait ressembler à peu près à ça. Vous voyez, symétrie axiale. Si la fonction est impaire, vous devez faire une symétrie centrale. Donc ici, on va devoir avoir ce genre de choses. Voilà. D'accord? Donc ça peut être l'exercice, on va dire, facile. Compléter des courbes, repérer des symétries sur des courbes. Vous pouvez aussi avoir à montrer qu'une fonction est paire ou impaire, en remplaçant, donc on l'a dit, x par moins x. Vous verrez dans les exercices, très important d'être rigoureux. Et montrer aussi qu'une fonction n'est ni paire ni impaire à l'aide de contre-exemples, en montrant que ça n'est pas vrai pour x égale 1, par exemple. Tout ça détaillé donc dans des exercices en cours, voilà. Donc à très bientôt pour travailler cette notion qui peut être importante, notamment dans le cas des fonctions trigonométriques qu'on étudie en première, fonctions cosinus, les fonctions sinus qui ont beaucoup de symétrie. Il faut savoir, par exemple, que la fonction cosinus que vous étudiez en première est paire, la fonction sinus, elle est impaire. Voilà. À très bientôt pour les exercices donc sur ce chapitre.